Bienvenue au Prix du Livre de la ville de Lausanne. Ce podcast est proposé par le service des bibliothèques et archives. Nous accueillons Léna Fourlan. Son roman Le printemps peut-être, paru aux éditions Slatkin, est en lice pour la 12e édition. Bonjour Léna, ça me fait très très plaisir de vous accueillir ce matin ici à Plateforme pour parler de votre roman Le printemps peut-être. Il est ici, publié aux éditions Slatkin en début d'année 2025. Alors quelques petits mots sur vous, Léna Furlan. Vous êtes une jeune autrice lausannoise et vous avez récemment terminé votre bachelor à l'Institut littéraire de Bienne, qui est rattaché à l'Université de Berne. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer ce que c'est cette formation qui est, je crois, la seule formation en Suisse pour devenir écrivain? C'est un bachelor de 3 ans, du coup, qui existe dans le cadre de la Haute École des Arts de Berne. Donc c'est un petit peu, pour faire une comparaison à Lausanne, c'est un petit peu l'école, mais de Berne, avec un cursus en écriture littéraire, où c'est une super formation, où il y a à la fois des ateliers d'écriture, des cours théoriques aussi, plus sur justement la théorie littéraire. Et également, il y a un mentorat qui est super... enfin, c'est un peu le cœur du bachelor, c'est-à-dire qu'on peut avancer sur des projets personnels. Et à peu près toutes les 2-3 semaines, il y a une rencontre avec un mentor ou une mentor qui sont des auteurs suisses et qui nous donnent des retours comme ça au fur et à mesure. Et voilà, c'est un peu le... Et vous avez travaillé votre livre, ce livre, Le printemps peut-être, dans le cadre de votre bachelor? Voilà, c'était ma thèse de bachelor à l'origine. Donc j'ai commencé le projet à l'Institut littéraire en 3e année. Et puis après, une fois que j'ai terminé, j'ai repris le livre et puis je l'ai retravaillé et il est devenu Le printemps peut-être. Et est-ce qu'on peut savoir qui était votre mentor? Noël Reva, que je remercie beaucoup, qui est vraiment génial. C'est donc votre premier roman. Qu'est-ce que ça fait, si j'ose dire votre âge, à 25 ans, de publier un premier roman? Comment vous avez vécu cette expérience? C'était vraiment une grande, grande joie, enfin, un rêve qui se réalise. Donc j'étais super heureuse de pouvoir le publier chez Slatkin. Et c'est assez spécial et assez magique de tout d'un coup avoir son écriture qui était un peu qu'à soi ou assez proche, qui tout d'un coup devient accessible à plein de personnes que je ne connais pas encore. Voilà, et c'est vraiment, pour l'instant, c'est une super belle expérience. Et je crois que ça va rester une super belle expérience. Est-ce que cette pratique de l'écriture, c'est quelque chose qui vous habite depuis toute petite ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard, à l'adolescence ou... Alors, c'est depuis toute petite que j'adore tout ce qui est lié aux histoires. Enfin, j'adorais qu'on me raconte des histoires, qu'on me lise des histoires. Et puis, petit à petit, j'avais envie d'écrire mes propres histoires aussi. Donc, j'ai commencé à demander à ma maman si elle pouvait écrire ce que je lui racontais, qui étaient vraiment des choses très proches des histoires qu'on me racontait, comme Cendrillon, Baba Yaga. Enfin, c'était très, très inspiré quand même de ce que j'entendais. Et puis petit à petit, ça s'est, disons, plus distancé. Et j'ai commencé à inventer mes propres histoires. Et, et donc, ça fait un petit peu depuis toujours. Ça a toujours été Présent. présent, ouais. Mhm. Alors, rentrons un petit peu dans ce livre, Le printemps peut-être, publié donc chez Slatkin en début d'année. Dans ce récit, nous avons Ada, la narratrice, qui va nous raconter plusieurs choses, et c'est notamment l'occasion d'évoquer sa relation avec sa sœur Anna. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais que, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un premier passage, page 31-33, pour entendre un petit peu le texte et la langue. Merci. Avec plaisir. Alors. Le ciel oscille entre le rose pâle et l'orange, d'une douceur infinie. Les cosmos violets se détachent contre celui-ci, sans contraste. De l'autre côté, des chrysanthèmes jaunes se balancent lentement dans la brise. Silencieux, 3 oiseaux en ombre chinoise passent au-dessus de ma tête. Les couleurs se fondent tellement bien les unes dans les autres,
Elle s'harmonise sans angle, sans être aiguë. Je n'entends pas la route en bas, ni les travaux plus loin. Comme une bulle, seulement le vent dans les feuillages. La lumière ne décline pas, je respire. 18h42. J'attends Anna. Dans quelques minutes, je remonterai avec elle, fromage et flûte sur un plateau, spritz à la main. On parlera de tout et de pas grand-chose, en équilibre entre bonheur et désespoir, entre nos journées au travail, la reprise des cours pour elle, les derniers ragots et une psychanalyse de notre enfance. Mais là, il n'y a que moi, et ce chat noir qui apparaît derrière un pot. Le paysage comme une respiration. Je regarde encore une fois les cosmos et les chrysanthèmes, puis je descends. Nous sommes nés le 25 mai. J'ai 2 ans de plus. 2 anniversaires vécus sans Anna. Je ne m'en souviens pas. À partir de là, ça a toujours été 2 pour le prix d'une. Cadeau commun. Les gens pensent qu'on est jumelles. On ne se ressemble pas tant que ça. Ni les mêmes traits, ni la même chevelure, mais un air de famille très fort. Les mêmes expressions, la même tonalité de voix, les mêmes modulations. Grand-maman qui dit « C'est Ada ou Anna ?» chaque fois qu'on l'appelle. On incline la tête de la même manière quand on dit bonjour. Anna fait 3 cm de plus que moi, des boucles, des yeux qui virent au vert. Je fais 3 cm de moins, des cheveux lisses, des yeux qui virent au noir. Le même sourire, le même air agacé. J'ai encore vu le chat noir tout à l'heure. Les miettes de flûte se collent à mes dents, les grains de sel roulant sur ma langue. Ce n'est pas celui du voisin. Anna hoche la tête. Bizarre, il doit être à l'immeuble d'à côté. Le ciel passe au rouge. Les nuages bougent, se mettant le feu les uns aux autres. J'avais oublié que le goût du spritz efface momentanément les problèmes. On a décidé de se voir un peu moins souvent pour éviter de se fondre l'une dans l'autre. On a encore eu une de nos discussions, ou disputes, ce n'est jamais très clair. Depuis qu'on a quitté la maison, on a tendance à se voir encore plus souvent, même quand on n'en a pas envie. Partager les mêmes amis, les mêmes habits, la même famille, la même question récurrente. Tu crois que les gens nous voient comme les sœurs M ou comme 2 personnes à part entière? Ada et Anna M, Anna et Ada M. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement? Merci beaucoup, Léna. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ce long passage. Donc, Ada et Anna ont 2 ans d'écart. Elles partagent leur soirée, le même cercle d'amis. Finalement, elles se confondent un petit peu. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous définir leur relation? Comment vous la définiriez? Elles sont très clairement très très proches. C'est une relation qui est extrêmement fusionnelle. C'est presque une personne, alors qu'elles sont en réalité très différentes l'une de l'autre. Mais elles se comprennent et se complètent extrêmement bien. Des fois, elles n'ont même pas besoin de parler. C'est comme si elles partageaient le même flux de pensée. Et elles ont une solidarité qui dépasse toutes les limites imaginables. Je crois que vous avez une sœur. Est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous? Oui, énormément. Pour le meilleur. Vous êtes nés le même jour? Non, quand même pas. Moi, j'ai 2 cousines qui sont nées le même jour, Ah oui. 2 sœurs. Ouais. Incroyable. C'est pour ça que ça ne m'a pas choquée qu'elles naissent le même jour. Ada, cette narratrice, c'est une jeune femme entre 2 années universitaires qui se cherche un petit peu. Elle ne sait pas trop où elle veut aller dans la vie. Elle travaille dans un magasin de sacs à main. Est-ce que c'était aussi une volonté de traiter cette thématique un peu de votre génération, un peu, qui est parfois un peu perdue, comme ça, entre 2 formations, 2 âges, entre la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte? C'était pas une intention particulière de ma part, mais je pense que moi-même j'étais un petit peu je baignais un peu dans cet état d'esprit-là au moment où je l'ai écrit. Et comme avec pas mal de choses dans ce livre, les choses sont venues un peu seules. Et, enfin, pas seules, mais disons, il y a beaucoup de ma propre vie qui a déteint dans le livre et ça reflétait un petit peu mon état intérieur. Dans ce livre, donc, on suit ces 2 sœurs dans un
dans un quotidien pendant une année, sous la forme un petit peu d'instantanés de vie, des moments choisis comme ça de leur quotidien. Cette structure narrative, elle était réfléchie ou justement elle est venue un petit peu toute seule, comme vous disiez avant? De manière générale, je fonctionne pas mal dans l'écriture par fragments. Donc ça faisait déjà partie un petit peu de mon écriture, mais j'avais aussi cette envie de ne pas en dire trop et de laisser... Des silences. Voilà, exactement, des silences. Et le texte se devinait aussi, enfin laisser de la place, pas mal de place aux lectrices, aux lecteurs. Une forme un petit peu elliptique, comme ça. Voilà, exactement. Voilà, j'ai fait mes devoirs. Il y a un autre thème aussi que je trouve intéressant qui traverse votre roman, c'est la notion un peu de ville versus campagne. Ada vit en ville, à Lausanne. Anna vit plutôt en campagne. Vous-même, vous êtes plutôt citadine, plutôt campagnarde? Plutôt citadine. J'ai toujours habité à Lausanne et assez au centre. Et Lausanne est une source d'inspiration pour vous? Oui, beaucoup. Ouais, elle est toujours présente dans mes textes, même si je la nomme pas clairement. C'est toute l'ambiance de Lausanne, les lumières, le lac, les travaux, tout finit par par déteindre dans les textes. Mais pourquoi avoir placé du coup sa sœur en campagne? C'était pour montrer un peu une différence justement entre elles? Alors, pas consciemment en tout cas. Mais oui, il y a aussi ce côté campagne qui est très important. Il s'avère que ma vraie sœur habite à la campagne. Et de toute manière, le paysage, ça a une assez grande importance dans le récit. J'avais envie que ça soit comme une sorte de personnage en fait aussi. Et qui puisse en même temps, ça soit une sorte de miroir de l'état intérieur des personnages. Donc on peut en savoir par les descriptions, disons. Et pour moi, la nature, c'est comme quelque chose qui me... Comment dire? Ouais, qui a une grande importance pour moi au quotidien, qui fait partie de la vie au même stade qu'une conversation avec quelqu'un. Donc ça s'est un petit peu fait aussi naturellement, qu'il y ait ces deux mondes-là. Mmh. Et on sent d'ailleurs quand elles sont chez Anna, donc plutôt à la campagne, une forme d'apaisement aussi des deux côtés pour les deux sœurs. Mmh. Dans ce roman, l'autre thème très très important et peut-être le plus essentiel, c'est la question de cette relation amoureuse. Ada, on le comprend assez vite, était en relation avec l'homme aux yeux verts. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un deuxième passage au début du roman. Je crois que c'est les pages 21-22. Voilà, on est au tout début de leur relation. Ils ont une couleur particulière. On dirait celle des oliviers, à la fois la teinte du bois noué et celle de la chair intensément verte de ses fruits. Ils seraient capables de m'absorber entièrement avec leurs pupilles félines. Son sourire dévoile une rangée de dents blanches. Je pourrais me dissoudre tant il est charmant. Je n'arrive pas à maîtriser le rouge qui chauffe mes joues. Il le remarque et une douceur naît dans ses yeux. Ses doigts glissent le long de mon avant-bras. Le temps s'est arrêté dans le café à moitié désert. Dehors, le jour s'éteint en brûlant. L'odeur du repas du soir s'échappe de la cuisine au fond de la salle. Les heures coulent. Il me parle de la grange qu'il a récupérée dans les Préalpes. Elle appartenait à son grand-oncle qui était chevrier. Désormais, lui l'utilise comme atelier pour ses projets. Il y passe tout son temps. Il touche à tout, il me dit. À la photo, à la peinture, à la sculpture. Il me raconte les photographies qu'il a prises en Argentine cet été, la friabilité du sol et la couleur de l'horizon. Il est tellement lyrique parfois que j'aurais presque envie de rire. Je me retiens. Nos pieds s'effleurent sous la table. Merci beaucoup, Léna. Donc on sent qu'au début de cette relation, tout finalement semble assez normal. Et pourtant, cette relation va se dégrader. Pourriez-vous, en quelques mots, nous raconter un petit peu comment ça va évoluer? Donc on découvre cette relation qui est en fait située presque, enfin pas presque, qui est située dans le passé proche de la narratrice.
Et c'est une relation amoureuse, comme vous l'avez dit, qui commence très normalement. La narratrice est très amoureuse de cet homme aux yeux verts. Elle l'idéalise un petit peu aussi. Et en fait, petit à petit, on commence à comprendre que l'homme aux yeux verts ne l'idéalise pas, elle, du tout. Qui, en fait, ne l'écoute pas vraiment quand elle parle, ne s'intéresse pas à elle. Et petit à petit, cette sorte d'effacement de la narratrice, il commence à devenir de plus en plus grand. Et il y a de la violence qui commence à s'insinuer, de la violence psychologique et physique aussi. Et je ne sais pas si je dois en dire trop, mais voilà, ça va pas forcément vers le beau, quoi. C'est toujours le plus compliqué, de toute façon. On ne sait jamais si on doit trop en dire ou pas assez. C'est ça. Cet homme aux yeux verts, il n'est jamais nommé dans le roman. C'est l'homme aux yeux verts. Pourquoi ce choix ? C'est pour plusieurs raisons. À la fois, j'avais pas envie de lui donner un nom parce que je trouvais qu'il méritait pas d'avoir un nom, ce personnage. Et puis ça aussi, en fait, le fait qu'il ait pas de nom, ça le transforme un peu presque en une sorte d'entité, une sorte de chose, de monstre. Enfin, c'est un peu fort, mais enfin non, je ne sais pas si c'est fort comme terme, mais disons, c'est plus une personne avec un prénom, c'est une chose. Et c'est des yeux verts qui viennent hanter la narratrice. Il est vraiment identifié seulement avec ses yeux verts. C'est une sorte de traumatisme aussi, comme si c'était un peu tout ce qui lui restait à la narratrice, ce regard-là. C'est pour le rendre aussi un petit peu, entre guillemets, universel. Enfin, c'est-à-dire que... Aussi, exactement, ouais. Pardon, pourquoi... Donc, c'est cette histoire de relation donc, qu'on peut qualifier de toxique. Oui. Très bien. Comment ça vous est venu, cette volonté de traiter de cette thématique et est-ce que vous avez dû faire est-ce que vous avez fait des recherches, vous avez lu beaucoup de choses autour de ce type de relation voilà, un peu toxique, voire avec un pervers narcissique ou ce genre de choses? Alors, c'est une bonne question. Alors, je me suis pas mal inspirée plutôt de la réalité que je connaissais, à la fois la mienne et celle de personnes qui m'entourent. Et puis, c'est un roman qui est, comme je l'ai dit avant, qui est né de manière assez brute, un peu que j'ai puisé un petit peu à l'intérieur de moi. Et c'est drôle parce que j'ai plus fait de recherches après l'avoir écrit et vraiment réfléchi à ce qu'il voulait dire après l'avoir écrit. Et en fait, j'ai découvert pas mal de choses que j'avais écrites, mais j'ai découvert ce qu'elles signifiaient plus après l'avoir fait. Et ouais, donc c'était plus une écriture un peu intuitive aussi par rapport à oui, ça. Oui, exactement. Mais j'avais très envie de parler de ce genre de relation-là. En fait, l'idée de base, c'était avant de commencer le projet, j'avais envie d'écrire une relation amoureuse où on pouvait s'attacher et s'identifier au personnage. Et puis que petit à petit, justement, la relation tombe dans la violence et qu'on puisse, comment c'était mis dans le personnage, comprendre pourquoi c'était difficile pour la narratrice de quitter cette relation-là. C'était un peu le point de base. Et puis aussi d'écrire toute cette violence un peu invisible, violence psychologique. Et après, voilà, le projet est né à dériver. Oui, parce que si on comprend la violence physique ou si c'est des fois plus facile, entre guillemets, à saisir, c'est cette violence justement un peu sournoise, un peu cachée, un peu psychologique qui est plus compliquée. Et d'ailleurs, pour l'exemple, si vous êtes d'accord de nous lire un troisième passage, je pense que ça permettra aussi de bien saisir cette violence sournoise, page 66-67. Merci. Je monte en direction de la forêt. La terre molle glisse sous mes baskets. J'aurais dû mettre des chaussures de marche. L'air est très froid pour octobre. C'est l'altitude. Le ciel d'un bleu intense, immense. Ça sent l'herbe mouillée et les aiguilles de sapin. Les noisetiers rouges flamboient de chaque côté du champ. Les ormes dorés jouent dans le soleil de fin d'après-midi. Il sera de meilleure humeur plus tard.
Peut-être. Encore un concours de ratés. Il ne m'entend plus le réconforter. Il ne veut pas écouter. Juste tout casser. Les choucas volent au-dessus des cimes. Ils s'avertissent de ma présence. Dans la forêt, je retrouve le coude de la rivière, les rochers sur lesquels on avait pique-niqué dans la chaleur de juillet. Les taches de soleil qui jouaient sur nos corps dénudés. Ça fait presque mal d'entendre les fantômes de nos rires dévaler la vallée, de savoir qu'ici exactement, sur ce même rocher, on était heureux, qu'on rentrait main dans la main jusqu'à la grange, qu'on y passait des nuits sans avoir froid, à créer des théâtres chinois à la lumière d'une bougie, qu'il me dessinait dans l'obscurité, mélangeant les ocres rouges et les jaunes indiens. Pas envie de redescendre, de retrouver son regard noir, ses yeux qui disent « Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas une artiste ». Envie de rire en lui disant qu'il est pathétique, mais la gorge trop nouée pour parler. Sa langue qui griffe quand il crache qu'il ne sait plus s'il peut continuer. Quoi ? La peinture ? La sculpture ? Non, ça. Nous. La colère et les larmes. On s'était dit que c'était que physique entre nous de toute manière. Il recommence à dégueuler des phrases sans sens pour blesser. Je t'avais dit de pas t'attacher. Le pot de pinceau qui explose au sol, le verre brisé. Je ne suis qu'une merde, ils ne veulent ni de mes tableaux ni de mes photos. Il me reste qu'à en finir. J'arrête tout. Ses yeux qui refusent de croiser les miens. Son poing traverse la toile. Le bruit est mat, violent. Je me laisse tomber sur la mousse de la forêt. Un goût âpre en bouche. Lui ne s'intéresse jamais à ce que j'écris. La nuit ne va pas tarder à tomber. Il va falloir redescendre. Il aura respiré. Il ira mieux. Ça ira mieux. Merci Léna. On comprend par ce passage l'ascendance qu'il a finalement sur la narratrice. Et du coup, dans cette histoire, il est aussi question d'une rumeur, sans en dire trop, parce que si les gens n'ont pas encore lu le livre, on va essayer de pas trop en dire. Mais ça me semblait quand même important en quelques mots de savoir. Donc, il y a une rumeur qui accuserait les deux sœurs d'avoir peut-être fait quelque chose. Finalement, comment elles réagissent, les deux sœurs, face à ces rumeurs ? Elles veulent pas en parler, surtout Anna. Elle refuse que ce soit un sujet, comme si le fait du coup d'éviter de parler des rumeurs, c'est comme si elles n'existaient pas, qu'on pouvait passer à autre chose. Et puis entre elles en parlent, mais elles disent jamais de quoi ça parle, de quoi la rumeur parle concrètement. Il y a beaucoup de non-dits, justement. Et puis, en plus, en fait, sans en dire trop de nouveau, mais Ada, la narratrice, donc, ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé la nuit dont la rumeur parle. Donc, elle-même ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Anna le sait, mais elle refuse d'en parler. Elles ont fait un pacte qu'elle ne parlerait pas de ce qui s'était passé. Donc, il y a aussi comme une forme d'amnésie qui est là. Et Ada n'a que ce que les autres racontent pour se raccrocher à ça. C'est une forme de trauma, oui. Finalement, un oubli traumatique. Exactement. Et du coup, dans cette rumeur, finalement, on ne sait pas trop bien qui est la victime. Et je trouvais intéressant aussi d'évoquer cette question de la victime. Ada le dit à un moment dans votre roman, j'aimerais que les gens comprennent que ce n'est pas lui la victime, mais que c'est moi. Est-ce que c'est aussi finalement un schéma assez récurrent, ces personnalités un peu perverses font bien en société, c'est souvent pas elles qui sont accusées? Oui, c'est aussi conscient de traiter cette question-là? Oui, clairement. J'avais vraiment envie de parler de ça, et puis de ce sentiment d'injustice où, alors oui, généralement, si une femme est victime de violence et qu'elle le dit,
elle est écoutée et elle est crue la plupart du temps, si on a de la chance. Mais en fait, si tout d'un coup, l'homme qui est accusé dit que lui est victime de violence, en fait, il y a quand même une tendance, disons, dans ce que j'ai vu autour de moi. Après, je ne peux pas faire des généralités, mais disons, j'avais envie de parler du fait que quand c'est lui qui dit que lui aussi a été victime de violence et que c'est plutôt lui qui est victime, c'est lui qu'on va croire. Et la femme devient un peu la sorcière. C'est elle, en fait, qui est folle, qui raconte des histoires. Et j'avais vraiment envie de parler de ça, d'aborder ce thème-là. La question du trauma, elle me paraissait aussi intéressante dans le sens où, effectivement, Ada a oublié dans son esprit ce qui s'est passé. En revanche, son corps, lui, n'oublie pas. À un moment donné, elle rencontre Elias. Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi en quelques mots ce moment assez important aussi pour Ada, finalement? De la rencontre avec Elias. Oui, et puis aussi de ce que ça lui fait finalement dans le corps. Alors, à un moment donné, elle re-rencontre un ancien camarade d'école et avec qui il y avait toujours une ambiguïté. Et il se trouve qu'ils couchent ensemble à un moment donné. Et en fait, tout va bien jusqu'à ce que ce soit le corps d'Ada qui lui dise qu'en fait, ça va pas. Et qui commence à faire une crise de panique, en fait. Donc, c'est son corps qui garde les traces de la violence et qui garde la mémoire de ça, alors qu'elle-même, comme on l'a dit avant, elle ne se souvient pas forcément de ce qui s'est passé. Et tout ressort par le corps. Donc il y a cette question aussi de la corporalité qui est pas mal... Et c'est quelque chose que vous avez aussi pu lire justement après dans les différentes recherches ou pressentir. Oui, ouais, c'est vraiment le corps qui se souvient du trauma et parfois on l'oublie avec la tête, mais en fait il disparaît pas, quoi. Il est quelque part et souvent il est dans le corps. Finalement, finalement, qu'est-ce qui va sauver Ada? C'est le moment où enfin elle peut raconter ce qui se passe à sa sœur. Dans ce genre de relation, l'entourage est essentiel. Oui, enfin oui. Après, je peux pas parler pour tout le monde, mais évidemment que l'entourage est essentiel. Et pour Ada, alors je sais pas comment faire pour ne pas révéler non plus de nouveau à la fin, mais disons, comme je l'ai dit aussi, le récit est à la fois entre le passé et le présent. Et il y a deux... Si elle va mieux, disons, c'est pour deux raisons. À la fois d'en avoir parlé à sa sœur, peut-être, dans le passé, et à la fois de pouvoir se réapproprier son histoire à elle, et en retrouvant d'une manière ou d'une autre la mémoire et en réapprenant à non seulement réécouter son corps et puis en ayant un petit peu des réponses sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il y a quand même une forme d'espoir aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'en sortir. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous qualifieriez votre roman de roman féministe? J'espère. Oui, pour moi, c'est quand même clairement un roman féministe et j'espère qu'il peut être vu comme ça par d'autres personnes aussi. J'ai vraiment, alors un peu par hasard, je dois vous l'avouer, en préparant la rencontre, j'ai vu que c'est vous qui aviez fait l'illustration de couverture, et donc ça m'était vraiment pas apparu tout de suite. Vous pratiquez donc aussi le dessin? Oui, un petit peu. Depuis longtemps? Aussi depuis un peu toujours, mais je le pratique beaucoup moins que l'écriture, mais c'est quelque chose qui peut accompagner l'écriture aussi parfois justement dans mes projets. Donc peut-être une fois un roman graphique, qui sait? J'aimerais bien. C'est en cours de travail, pas un roman graphique, mais quelque chose d'un petit peu similaire. Oui, justement, j'allais aussi vous demander, du coup, vous pratiquez l'écriture tous les jours maintenant? Enfin, maintenant, disons, vous pratiquez l'écriture tous les jours, pardon. Ça serait l'idéal, mais tous les jours,
c'est peut-être un petit peu optimiste. En tout cas, mais très régulièrement, oui. J'essaie d'avancer le plus possible, en tout cas toutes les semaines. Et idéalement, ce serait tous les jours. Mais du coup, un projet en gestation, plusieurs, vous aimez bien travailler sur plusieurs choses différentes ou vous vous fixez, vous avez vraiment un futur projet sur lequel vous bossez? Là, j'ai surtout un futur projet sur lequel je travaille, qui est plus un projet qui n'a pas forcément de dessin, c'est plus un projet de fiction, autofiction. Mais j'avance aussi un petit peu en parallèle sur cet autre projet qui mélange dessin et écriture. Mais c'est plus un projet de deuxième roman qui prend plus de place en ce moment. Avant de laisser aussi la parole au public, j'aimerais bien que vous nous lisiez un dernier passage que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est les pages 123-124. Voilà, merci. Merci. Les mains posées sur la table, entre les miettes de gomme et le crayon abandonné. Les pousses vertes et timides se meuvent avec la brise dans leur peau de terre cuite. Il y en a un qui a cassé pendant l'hiver. Le gel l'a fait céder. Il n'a pas bougé pourtant. Il reste là, ses pousses vertes bien en lui, simplement traversées par une longue ligne épaisse, brisée. Je tapote le bout de mes ongles sur les formulaires d'admission. Sciences sociales, sciences politiques, sciences de l'information et de la communication. Les questions, toutes rédigées avec la même police, s'étalent, laissant vide de terrifiantes, d'ennuyeuses petites lignes qui n'attendent que d'être remplies. Le merle qui dansait dans le ciel tout à l'heure boit à présent dans la grande assiette posée au sol. Je me laisse glisser sur le banc, posant ma tête contre les vieilles planches, humides de trop d'averses. Elles ne sèchent jamais complètement. Les nuages avancent vite dans la pâleur bleue du ciel, sans avoir l'air pressé. Le crayon gris joue entre mes doigts. Je voudrais écrire autre chose que « Qu'est-ce que ce master pourrait vous apporter ?» Max 700 signes. Je voudrais écrire « Le printemps, peut-être » ou « La disparition des hirondelles » la couleur du béton, celle du ciel, les étoiles comme des diamants dans du velours noir, l'odeur de la pluie. Anna fait grincer sa chaise en reculant. Je vais me faire un sirop. T'en veux un ? Merci Léna. Dans ce passage, il y a le titre du livre. J'aime toujours bien, ça me permet de vous poser la question de savoir d'où vient ce titre. Est-ce que le passage a été écrit avant le titre ou le titre avant le passage ? Le passage a été écrit avant le titre parce qu'en réalité, le livre avait un autre titre avant que le livre sorte. Il devait s'appeler Tout brûler. Et tout était prêt, la couverture était prête avec ce titre-là. Et 2 mois, à peu près 2-3 mois avant que le livre sorte, il y a un autre livre qui s'appelle Tout brûler, qui est sorti avant le mien. Donc il a fallu trouver un autre titre. C'était, sur le moment, c'était un petit choc. J'étais un peu triste de devoir laisser ce titre Tout brûler, qui justement, lui, était venu en même temps que j'écrivais la phrase finale du livre, que je ne vous dirai pas. Mais ça faisait beaucoup de sens pour moi, qui s'appelle Tout brûler. Et en fait, finalement, je suis très contente qu'il s'appelle Le printemps peut-être. Donc c'était un mal pour un bien. Et ça, j'ai dû donc rechercher à l'aide de proches, en relisant le texte, un autre. J'avais quand même envie que ça soit un titre qui soit dans le livre. Et finalement, il est apparu de manière assez évidente dans le passage. Et finalement, c'est peut-être un titre justement un petit peu plus avec un peu plus d'espoir que Tout brûler. Mais du coup, est-ce que vous avez lu le livre Tout brûler ? Non, pas encore. Il faut que je le lise, mais il a l'air très dur. Donc, c'est quel auteur, vous savez Mais je sais qu'en plus, on a les mêmes initiales, c'est LF, et elle s'appelle Lucie, et j'ai toujours un... Voilà, mais Tout brûler de Lucie F quelque chose. Si jamais petit conseil de lecture ou pas, on ne sait pas, vous nous direz. Je vous propose peut-être de laisser la parole au public s'il a quelques questions. Et puis, sinon, moi, j'en ai encore quelques-unes sous la main. Donc, qui c'est qui se lance ? Il faut toujours une première personne pour se lancer.
Au pire, il faut une deuxième personne pour se lancer. Monsieur. Je me lance. On vous amène un micro même. Merci. En lisant votre livre, je me suis posé une question et j'essaie de comprendre s'il y avait une cause ou si c'était lié à un style actuel ou si c'était lié à vous très personnellement. Vous écrivez, vous faites pas des chapitres, vous avez même des pages, une quantité de pages de suite, comme ça. Je me suis dit, ben voilà, elle a 25 ans, c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui, qu'on apprend aux jeunes d'écrire. Ou alors c'est une marque très personnelle. Ça m'a intrigué, j'ai pas la réponse. Vous allez peut-être me la donner. Alors, pour moi, en tout cas, c'est une marque personnelle. Enfin, j'aime beaucoup écrire de manière assez fragmentaire comme ça et de pas tout dire, de pas avoir des chapitres qui se suivent petit à petit. Mais peut-être que c'est symptomatique d'une époque aussi, mais j'ai l'impression que dans d'autres jeunes auteurs que je connais aussi, ils ont pas forcément automatiquement cette manière d'écrire des fragments. Certaines, oui aussi. Mais je pense que c'est plutôt... J'ai pas assez de recul pour pouvoir dire si c'est générationnel ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un petit peu toujours comme ça que j'ai écrit. Mais pour rebondir, il y a des passages, donc effectivement en italique, des passages où on voit que la mise en page est aussi travaillée. C'est quelque chose que vous avez fait au moment de l'écriture sur votre propre ordinateur ou bien c'est dans le travail avec l'éditeur, l'éditrice que ça se met en place? C'était déjà dans le manuscrit parce que justement pour moi, comme vous l'avez dit un petit peu avant, les silences ils ont une grande importance et j'essaie toujours de trouver des manières de placer les silences dans le texte et j'aimerais bien que ce soit visible, qu'on puisse le lire en ayant les mêmes silences que j'avais en tête. Je sais que c'est un petit peu impossible, à part quand justement je peux le lire à haute voix. Mais par la mise en page, j'avais envie justement, des fois il y a juste une phrase sur une page où elle est placée un peu au centre. C'est encore différent du manuscrit que j'avais donné. Mais j'aime bien expérimenter un petit peu justement avec la mise en page pour pouvoir donner un rythme à la fois visible et audible dans sa tête. Voilà. Merci. Une autre question? Oui, madame devant. Bonjour. Bonjour. Donc vous aviez dit que vous espériez que votre livre soit féministe. Alors je confirme que je trouve qu'il est vraiment centré sur les femmes. Et je me suis demandé comment les hommes trouvaient une place. Si vous avez des retours de lecture d'hommes qui l'ont lu et qui effectivement confirment un peu cette absence ou cette difficulté à trouver leur place. C'est intéressant comme question. J'ai eu beaucoup de retours positifs d'hommes, ce qui m'a fait très plaisir, qui ont quand même réussi à s'identifier d'une manière ou d'une autre ou à lire le texte. Mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est que de toute manière, tout le monde a une lecture très différente, mais il y a une lecture assez différente entre... Bon, après, voilà, de nouveau, je ne veux pas faire des généralités, mais disons, dans les retours que j'ai reçus, souvent, c'est une lecture différente d'hommes et de femmes, avec des sensibilités différentes, qui sont toutes les deux très belles dans les retours que j'ai reçus. Et aussi, selon les générations, ça peut être des lectures très différentes, qui reflètent d'autres aspects du texte que j'avais envie de... Enfin, je trouve ça très, très beau et je suis toujours super touchée d'avoir des retours qui, en plus... je perds un peu mes mots, mais où on me dit qu'on a lu le texte avec les intentions que j'avais envie de mettre dedans. Et il y avait plein d'intentions différentes et du coup, je suis toujours très touchée de voir que certaines personnes ont lu le texte avec cette interprétation-là ou cette intention-là. Et ça donne vraiment plein de lectures différentes. Et c'est une manière aussi pour moi d'en découvrir plus sur les personnes qui l'ont lu et sur leur sensibilité. Merci. Est-ce qu'il y a encore
une question. Oui, madame. Chère mademoiselle, j'aimerais vous féliciter d'abord parce que vous avez osé écrire des choses que les autres ils n'osent pas. Alors, ma question est un peu, je ne veux pas dire ridicule, peut-être puérile, mais imaginez-vous que vous êtes la fée, une fée, et vous vous trouvez devant deux sœurs, Ada et Anna. Il y a un moment où vous n'avez pas le courage et ni les mots appropriés pour vous dire ce que vous pensez. Alors, vous regardez et vous pensez les deux à l'homme aux yeux verts. Vous êtes la fée maintenant. Quel conseil ou quel message vous transmettez à leurs oreilles pour que la paix, la joie et l'harmonie et les meilleures relations reviennent au bon fixe et vivent dans l'harmonie? Parce que vous savez très bien qu'il y a un genre de jalousie entre elles qui n'arrive pas vraiment à transmettre par les mots, mais sûrement par le regard. Et comme dans notre vie, il y a beaucoup de sœurs qui sont en conflit d'intérêts, alors quel est votre conseil? Vous êtes très jeune, nous les personnes âgées, on a une autre vision pour résoudre certains problèmes de manière différente. Merci. Mais vous, comme une jeune femme belle, intelligente et très sympathique, en plus vous avez une diction parfaite, vous pouvez faire même du théâtre. Dites-moi, qu'est-ce que vous aurez soufflé à leurs oreilles, à chacun, différent? Si vous pouvez me dire, ça me rendra service pour quelques amis qui sont dans une situation similaire. Merci, madame, Merci. pour Merci. cette question pas facile. Alors, vous êtes une petite fée, Léna. Je vais essayer. Merci beaucoup. Je soufflerai aux deux sœurs de rester aussi proches l'une de l'autre et de continuer à s'aimer et à entretenir leur relation très proche, des fois prendre le temps de respirer et de aussi avoir leur propre vie chacune de leur côté, mais de jamais laisser ce lien s'effilocher et de continuer à se soutenir inconditionnellement, peu importe, de faire bloc face aux autres, tout en continuant à s'écouter l'une l'autre et à reconnaître quels sont leurs besoins à l'une et à l'autre et à accepter qu'elles sont différentes et qu'elles ont des besoins différents. Voilà, ça je leur dirais à toutes les deux. Et puis, à l'homme aux yeux verts, je lui dirais d'aller chez une psychologue au plus vite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Il y avait une main là-bas? Non. Non, ça ne semble pas. Ah oui, pardon. Monsieur. Une question très pratique, et vous pouvez y répondre ou pas, mais ça m'a interpellé quand même. Vous êtes édité chez Sladkins, qui n'est pas rien. Et pour un premier roman, ça n'est pas rien non plus, quoi. Alors, c'est votre travail, ou vous avez démarché, ou comment on trouve un éditeur? J'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition et du coup j'étais très contente que ce soit Sladkins qui accepte de le prendre et très honorée aussi. Et puis ça c'est vraiment c'est très très bien passé grâce à Delphine Cageux, mon éditrice, et à Ivana aussi qui est là. C'était de la chance aussi pour moi. J'ai essayé, je l'ai envoyé avec une lettre qui expliquait un peu le projet et qui j'étais. Et ensuite, j'ai attendu les réponses. Et on est là. C'est des choses que vous apprenez à l'école aussi, à l'Institut, comment on démarche une maison d'édition? Ou ça s'arrête pas à ça? Ça va pas jusque-là? Non, on apprend plein de choses, mais assez peu dans le côté vraiment, j'ai envie de dire business, mais c'est pas business, mais un peu, disons, en tout cas à l'époque où j'ai fait mes études, on n'a pas du tout eu cet aspect-là. On a d'autres aspects, par exemple par rapport aux subventions et tout ça, mais ouais, ça pas encore en tout cas. Dommage.
Ça va venir. D'ailleurs, vous aviez déjà, parce que c'est votre premier roman, mais je crois que vous aviez déjà une nouvelle qui a été publiée. Et justement, Slatkin était déjà partie prenante. Donc finalement, ils avaient aussi déjà une petite connaissance de votre plume, ce qui doit aider forcément. Oui, c'est vrai que ça, je pense peut-être que ça a aidé à avoir un petit peu de visibilité dans les manuscrits. J'avais participé à un concours de la revue de la revue Choisir quand j'étais encore aux études. Donc ça remonte à 2021, je crois qu'il est sorti, ou 2020. Et puis c'était une nouvelle, c'est un concours de nouvelles, et Slatkin avait justement publié un recueil, le recueil de jeunes talents, sur le thème du choix. Merci beaucoup, Léna. Est-ce qu'il y a encore une question du public? Oui, madame. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. J'ai lu ce livre beaucoup trop vite. Je n'avais pas compris les silences. Je suis ravie d'être venue parce que j'ai envie de le relire. Bon, Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, madame. Super. Alors, s'il n'y a plus de questions, eh bien, Léna, j'aimerais... Ah, pardon, il y avait encore? Non, je crois qu'il n'y avait plus. J'aimerais vous remercier très, très chaleureusement pour cet entretien de ce matin. J'invite le public à aller se faire dédicacer votre livre, voilà, juste après. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on l'applaudisse très, très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, ça fait un grand plaisir. Merci. Pour continuer à célébrer la littérature de Suisse romande, lisez, votez et abonnez-vous.